Bien, bonsoir tout le monde. Il est 20 heures, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on va commencer notre webinaire qui est devenu quelque chose de traditionnel pratiquement euh, deux fois par mois, tous les jeudis. Et aujourd'hui, on va parler de comment faire une cure d'ismocèle. Pour cela, on a invité Dr Marwan Braham et Mohamed Khrouf pour présenter euh, la cure d'Ismocèle. Et aussi, nous avons invité nos amis, les Fathi Zewa et Khaled Neji, que nous remercions pour modérer ce webinaire. Et je remercie aussi les laboratoires Merck qui ont sponsorisé ce staff. Et sans tarder, je vais lancer la vidéo de notre sponsor. Merci. Bonsoir à tous. Je remercie les organisateurs de ce webinaire, l'équipe de Fertilia, de m'avoir associé. Je vous félicite pour le choix de ce sujet, l'ismocèle, qui est une pathologie aujourd'hui émergente, de plus en plus fréquente et c'est une pathologie, comme vous le devinez, va de pair avec l'inflation du taux de césarienne qu'on est en train de vivre de par le monde et particulièrement en Tunisie. Je pense que vous tous, vous êtes en train de voir de plus en plus d'ismocèles. Le choix du sujet est vraiment pertinent. J'espère qu'après ce webinaire, on aura une idée précise sur le diagnostic, sur l'indication opératoire, si elle existe, et puis on pourra sortir par des conclusions. Donc, sans plus tarder, je vais annoncer professeur Marwan Braham qui va nous parler de la cure stéréoscopique de l'ismocèle. Marwan, je te laisse la parole et puis on discutera par là. Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par remercier tout le comité scientifique du Centre Fertilia de m'avoir convié à ce webinaire et pour parler d'une pathologie qu'on est en train, comme vous avez dit, Dr Khaled Neji, qu'on est en train de voir de plus en plus. Et sans tarder, donc je vais partager mon écran. Alors, moi je vais traiter la partie celluloscopique de la prise en charge de l'ismocèle.
et Dr Mohamed Khrouf prendra la partie hystéroscopique. Alors, si je vous dis le 21e siècle, ça vous fait penser à quoi? Vous allez bien évidemment me dire Internet, moyens de communication, Facebook, la Chine, coronavirus, Bitcoin, Twitter, tous ces inventions qui ont vraiment émergé pendant le 21e siècle. Et si je vous demande d'associer le 21e siècle à la gynéco et à la nouvelle pathologie qu'on est en train de voir et de découvrir pendant ces vingtaines d'années, vous allez bien évidemment dire l'ismocèle. Et en anglais, on dit la Caesarean Scar Defect. Ça veut dire ce petit défect au niveau de la cicatrice de césarienne. Est-ce une pathologie nouvelle? Ben, je ne pense pas. C'est une pathologie qui a vu le jour avec l'apparition des césariennes, mais avec l'amélioration des moyens de diagnostic, avec l'amélioration des centres d'échographie, de leur fréquence, on est en train de voir de plus en plus l'émergence de cette pathologie. Alors, pourquoi on la voit? Parce que tout simplement, on est en train de voir un boom dans les taux de césarienne. Les taux de césarienne ne cessent d'augmenter au fil du temps, que ce soit en Afrique et un peu partout dans le monde. Et je ne vous cache pas que nous, Tunisiens, en tout cas nord-africains, on est les plus mauvais élèves d'Afrique, avec un taux de césarienne qui avoisine les 27,8% de naissance, en tout cas d'accouchement, et avec des limites qui vont jusqu'à 52%. C'est énorme. Ça veut dire que dans quelques zones, quelques pays, quelques villes, une patiente sur deux accouche par césarienne. Et bien, quand il y a une augmentation des césariennes, ça ne se voit pas qu'en Afrique, ça se voit un peu partout dans le monde. Il y a même des pays qui nous dépassent de loin, hein, à savoir l'Amérique du Sud, l'Australie, quelques pays européens, où les taux de césarienne dépassent les 30% et on a vu une vraie croissance, une vraie émergence des diagnostics d'ismocète dans ces pays-là. Alors, c'est quoi une ismocète? Tout simplement, c'est ça. À gauche de l'écran, sur la plaque A et C, vous voyez une cicatrice de césarienne normale. Certes, c'est conjonctif, c'est pas très bien vascularisé, mais en tout cas, ça prend toute l'épaisseur de myomètre. Alors qu'à droite, il y a un vrai défect, il y a un trou au niveau de tout le mur myométrial. Il y a un défect, il y a une absence de matière. Et c'est ça, l'ismocèle, au niveau de la cicatrice de césarienne. Pour l'histoire, la première cure d'ismocèle célioscopique a été décrite en 2003 par Jacobson. Et c'était un case report et il a décrit plus ou moins la technique opératoire simplifiée de la cure d'ismocèle par voie célioscopique. Alors, je vais vous présenter un cas clinique. Donc, dans la vraie vie, c'est une patiente qui a 33 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, qui vient nous voir. Elle a des cycles réguliers de 28 jours avec un flux de 4 jours. Mais depuis sa césarienne, a pris la prise de contraception après la césarienne, elle a l'impression d'avoir un spotting qui dure sur plusieurs jours après les règles. Elle a eu une grossesse spontanée avec un accouchement par césarienne pour défaut d'engagement. Donc, elle a eu une phase de latence et une phase active assez longue. Donc, c'est vers la fin de la dilatation cervicale qu'on a fait la césarienne. C'était en 2015. Elle nous a rapporté la notion de fièvre du postpartum et la mise sous antibiotiques. Sa réserve ovarienne était normale avec une AMH à 2,3 nanogrammes par millilitre et un CFA à 15. Donc, elle nous a dit qu'elle avait fait une hystérosalpingographie. On n'a pas vu les clichés, mais sur le compte rendu, c'était normal avec des trompes perméables. Son conjoint avait 35 ans, il n'a pas d'antécédent particulier et son spermogramme était parfaitement normal avec un volume A2, une numération de 17 millions, une mobilité A plus P à 36% et des formes typiques à 7%. C'est un couple qui essaye d'avoir une grossesse depuis 2 ans. Ils ont essayé plusieurs cycles avec rapport sexuel programmé et plusieurs IAC, et pourtant, il n'y a pas eu de grossesse. Donc, on est devant une infertilité secondaire, finalement, qu'on va qualifier d'inexpliquée à ce stade d'exploration. C'est une infertilité secondaire avec une réserve ovarienne normale, avec un utérus normal, avec des trompes perméables et un spermogramme normal. Donc, finalement, on est dans l'expliqué, sauf que si on essaie de regarder un peu les facteurs de risque d'ismocèle chez cette patiente, alors ça, c'est une
Ce sont les facteurs de risque apportés dans 2 revues de la littérature. Ce sont les césariennes. Et plus on fait de césariennes, plus on a un risque accru d'ismocèle, d'apparition d'ismocèle. L'infection du postpartum fait partie des risques d'ismocèle. Le travail prolongé supérieur à 5 heures. La césarienne avec dilatation cervicale supérieure à 5 cm. L'obésité, le diabète gestationnel et l'hystérotomie basse. Ça veut dire quand on fait une hystérotomie plus de 2 cm au-dessus de décollement vésico-utérin. Si on regarde notre patiente, donc elle a une césarienne, elle a eu une infection du postpartum avec la mise sous antibiotiques et une fièvre attestée en postpartum. On a fait la césarienne pour une indication de défaut d'engagement, donc elle a eu un travail assez long, et la césarienne avec une dilatation cervicale à 5 cm. Donc elle a plusieurs facteurs de risque pour faire une ismocèle par la suite. On a redemandé une hystérosalpingographie et voilà ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait une extravasation du produit de contraste au niveau de l'isthme. Donc, vous voyez, au niveau de l'isthme, il y a une extravasation et une boule en regard de l'isthme. Donc, certes, on voit les trempes. On n'a pas vu la trempe gauche, mais là, on voit qu'il y a une extravasation au niveau de l'isthme, de ce produit de contraste, comme s'il y avait un passage entre l'utérus et la cavité. On a fait une échographie et donc là, on a vu un peu la niche de l'ismocèle avec un mur postérieur. On a complété par une hydrosonographie pour mieux voir cette niche et cette ismocèle et surtout pour mieux calculer ce mur postérieur, donc la partie supérieure de l'ismocèle avec la partie de la séreuse myométriale. On a calculé cette distance qui était à 2,8 mm. Donc finalement, c'est une infertilité secondaire avec un spermogramme normal, avec une réserve ovarienne normale et avec une ismocèle. Donc si on veut mettre une étiquette sur l'étiologie de cette infertilité, ben ça serait cette ismocèle. Ça a été décrit, donc l'ismocèle, c'est une vraie étiologie des infertilités secondaires. Ça a été écrit dans plein d'articles. Et même l'association entre l'ismocèle et l'infertilité secondaire a été bien reportée dans la littérature avec une prévalence assez élevée dans une revue de la littérature faite en 2019. Et comment on va aborder? Il y a plusieurs articles, mais on trouve toujours ce cutoff de 3 mm. Il y a la dernière revue de Donès apparue dans Fertile Stérile en 2020 que Dr. Khrouf va étayer par la suite. En tout cas, si il y a le désir d'infertilité avec un mur postérieur inférieur à 3 mm, dans ce cas-là, on fait soit la voie laparoscopique, soit la voie vaginale. Dans le service, on est beaucoup plus habitué à faire de la voie vaginale. Donc, je vais vous montrer une vidéo de cette intervention. Je vais essayer de la commenter et de vous donner des tips and tricks pour parfaire cette intervention. Alors, donc, le premier temps de cette il y a probablement une petite note d'endométrite préostiale bilatérale. Là, vous voyez la niche avec le sang accumulé au niveau de cette niche. Donc, c'est du sang noirâtre accumulé de cette niche. Donc, c'est bien l'ismocèle qui est là. Le deuxième temps, c'est la célioscopie, après une installation classique de célioscopie avec 3 trocars opérateurs. Le premier temps et le temps le plus difficile, c'est de décoller la vessie. Alors, vous voyez qu'on essaie de faire avec des petits coups, qu'on essaie de rechercher ce décollement, ce plan entre la vessie et l'utérus, qui n'est pas du tout évident dans ce cas-là, surtout après une césarienne. Là, vous avez vu qu'on a commencé avec une bipolaire classique. C'est un instrument que je ne vous conseille pas d'utiliser pendant cette intervention assez précise parce que ça permet en tout cas une coagulation grossière, ça ne vous permet pas de manipuler les tissus. On a changé, donc je vous conseille de toujours utiliser une rebie comme là. Donc vous avez vu qu'au centre, on n'a pas pu trouver le plan de dissection, donc on est parti sur le côté. Donc c'est une astuce très intéressante. À chaque fois que vous trouvez des difficultés pour trouver le plan du clivage entre la vessie et l'utérus, passez sur les côtés. Le plus important, c'est de trouver les bulles, donc follow the bubbles. À chaque fois que vous voyez des bulles, c'est qu'on est dans un bon plan. Donc, comme là, on va essayer de décoller petit à petit par là et de mettre
sur le côté, le pilier de la vessie. Donc là, vous voyez qu'on a trouvé un plan. Donc, on va essayer de décoller un tout petit peu par là, du gauche, pour aller encore vers le centre. Donc, on a trouvé le bon plan. On peut aussi s'aider de l'irrigation, de la canule d'irrigation. C'est un bon instrument pour décoller. Donc, on a trouvé le bon plan. Là, vous regardez, si on a le bon plan, eh ben, ça marche tout seul. Donc, on essaie de pousser mais très délicatement les tissus parce que c'est un peu inflammatoire. Il y a de la cicatrice et il y a du sang à l'intérieur de l'utérus qui pourrait fragiliser les tissus. Donc là, c'est le pilier gauche de la patiente. Donc on va essayer d'ouvrir pour bien décoller la vessie vers le bas. Donc on prend notre temps et on décolle bien la vessie. Alors dans ce cas-là, vous voyez qu'on ne voit pas très bien l'ismocèle. Donc tout est plat. Au niveau de l'isthme, tout est plat. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une transillumination par en bas. Donc, on a mis l'hystéroscope par en bas. Ce n'est pas difficile. Il faut juste ramener un deuxième matériel, un deuxième générateur de lumière. Et vous voyez très bien qu'on a, en arrêtant la lumière de la célioscopie, on a bien vu où se situait l'ismocèle. Donc, deuxième partie, c'est d'ouvrir l'ismocèle. Là, on va essayer une pointe monopolaire. Donc, avec l'énergie section, il ne faut pas du tout utiliser l'énergie coagulation. Donc, avec l'énergie section, il faut enlever tout le tissu cicatriciel. Donc, vous voyez là qu'on va enlever un quartier d'orange. Donc, il faut aller jusqu'à la cavité utérine. Donc, là, c'est le défect. Et hop, on va se retrouver dans la cavité utérine en enlevant ce quartier d'orange. Donc ça, c'était la partie où vous avez vu qu'en ouvrant, on a eu un petit saignement, le sang noirâtre qui est sorti. Donc hop, on est dans la cavité utérine. Vous voyez qu'au fond, on a la cavité utérine. Donc on a ouvert toute l'ismocèle. Donc là, on est en train d'utiliser la section, pas du tout la coagulation. Pourtant, on a un petit saignement au niveau de l'angle gauche que vous voyez. Donc il y a une petite artériole qui saigne, on va faire un petit coup de coagulation avec la bipolaire. Il faut que ça soit vraiment très léger pour ne pas fragiliser les tissus par la suite. Donc, une fois l'ismocèle ouverte et les berges réséquées, il faut la fermer. Alors, l'astuce là, quand on fait de la célioscopie, il faut vraiment être ambidextre. Si on est droitier et si on met l'aiguille au niveau de la main droite, ben, ça sera très difficile de trouver un bon axe pour fermer cette ismocèle. Alors, un plan ou deux plans, les deux techniques sont faisables. Le plus important, c'est de bien fermer la cicatrice qu'on a ouverte et de les fermer d'une façon assez étanche. Donc, vous voyez qu'on a commencé par un premier point, un point large de la berge inférieure vers la berge supérieure, un point qui passe par la cavité utérine. Alors, et qui nous a permis. Alors, deuxième astuce pour prendre l'aiguille et être vraiment dans l'axe. Vous voyez comment je fais? Je prends l'aiguille, je la mets vraiment perpendiculaire par rapport à la cicatrice avec ma main droite. Après, je la reprends avec ma main gauche pour que ça soit vraiment perpendiculaire et me permet une prise rapide des tissus et surtout une prise orthogonale des tissus et un passage facile à travers les tissus. Donc, deuxième point, on fait la même chose, il faut bien serrer, il faut dans deux nœuds plats, bien serrer pour ne pas pour que le nœud ne s'ouvre pas. Donc, un deuxième point. On le pose délicatement. Donc, si on a l'impression qu'on va tirer un peu sur le tissu, l'aide peut nous aider en nous ramenant le fil. Le plus important, c'est de ne pas redéchirer des tissus qui sont assez fragiles. Donc là, on va voir il reste encore un tout petit trou. Donc, vous voyez là. Donc, on va prendre un troisième point. On est à peu près à 4-5 mm. Hein. Un troisième point. Donc, on est large. On prend de la berge inférieure vers la berge supérieure et on essaye de fermer toute cette ismocèle. Donc, la première chose, c'est de trouver l'ismocèle. Deuxième chose, c'est d'ouvrir l'ismocèle, se retrouver dans la cavité utérine. Troisième chose, c'est de bien voir les berges et de bien fermer l'ismocèle. Donc, par la suite, on coupe. On va faire un lavage péritonéal pour vérifier l'hémostase. La question de la péritonisation vésico-utérine a été soulevée, mais en tout cas, ça ne montre pas vraiment une grande importance dans ce cas-là. Donc, si la cicatrice est bien fermée, on est bon. Donc, on lave, on vérifie notre hémostase et vous voyez que l'ismocèle est bien fermé. Donc, ça, c'était la technique opératoire avec des astuces pour la cure d'ismocèle par voie célioscopique. Hop. Alors, en post-opératoire, donc ça, c'est l'échographie en post-opératoire. Vous voyez que
Le point vraiment est passé au niveau de la cavité, en tout cas au niveau de la partie basse du myomètre vers la partie haute du myomètre. Donc, on voit plus cette niche et cette accumulation de sang au niveau de la paroi supérieure de l'utérus. Donc, on était bon. Mieux encore, la patiente a eu une grossesse par la suite. Donc, finalement, c'était son étiologie. On a enlevé, on a traité cette étiologie. Elle a eu une grossesse avec une naissance vivante. Donc, on est content. Et ben, elle revient nous voir après 2 ans avec la même symptomatologie. Et là, on trouve encore un mur postérieur de 2,9 mm et encore une nocelle et un désir de grossesse. Alors, devrait-on continuer ou pas? Donc, je laisse le débat pour la suite pour finaliser ce cas-là et je laisse la parole au docteur Khouf. Il est convenu qu'on te pose des questions avant de passer à l'intervention de Mohamed. C'est comme vous voulez, parce qu'il y aura un algorithme vers la fin, donc je pense que c'est plus intéressant de voir l'algorithme vers la fin, c'est comme vous voulez. Bah, on peut quand même discuter la technique chirurgicale, oui, pourquoi pas. D'accord. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question. Alors, après cure d'ismocèle, faut-il césariser la patiente ou la voix basse serait-elle acceptée? Bon, c'est un peu la question que tu as posée à la fin. Ouais, très bonne question, très bonne question. On est sur une cicatrice fragile, refragilisée avec la lismocèle et encore plus fragile avec la cure d'ismocèle. Alors, il n'y a pas de recommandation par rapport à ça, par rapport à l'accouchement post-ismocèle, mais c'est un avis personnel. Je pense qu'il est plus prudent dans ces cas-là de césariser les patientes vu le risque accru de rupture en cas de contraction utérine. Mais il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Il n'y a pas encore de recommandation par rapport à ça. Est-ce que tu as encore un autre avis, docteur Khrouf ou Pas assez de recul, peut-être. Ouais. Pas assez de recul. Alors, moi, j'aimerais te poser des petites cols, comme toujours. C'est quel est le temps moyen opératoire et quelle est la courbe d'apprentissage? Alors, on a fait ce temps moyen plus ou moins ensemble, docteur Khrouf. Donc, ça dépend en fait, ça dépend de l'expérience. Au tout début, ça nous prenait, je pense, à peu près 1 heure. 1 heure. Et le temps le plus difficile, c'était de décoller la vessie. Et j'avais l'impression qu'on décollait assez largement la vessie sans que ça soit vraiment utile pour l'intervention. Donc, au début, on a essayé de bien décoller la vessie pour mieux voir l'ismocèle, mais on s'est rendu compte au fil des interventions qu'on faisait, au fil du temps, que finalement, l'ismocèle se retrouvait toujours au niveau de cette partie charnue entre la vessie et l'utérus. C'est quand on commence le décollement, quand on trouve cette adhérence charnue, cette adhérence dense entre la vessie et l'utérus, ben, c'est presque dans tous les cas l'endroit où il y a l'ismocèle. Donc, la dernière fois, j'ai essayé de ne pas décoller beaucoup. Ça nous a permis quand même de trouver rapidement l'ismocèle et je pense qu'on a fini en 30 minutes, 30-35 minutes. Alors, la courbe d'apprentissage, c'est comme toute célioscopie. Il faut essayer par maîtriser les nœuds, maîtriser la manipulation des aiguilles en intra-abdominal parce que c'est très important. On n'est pas dans un axe physiologique pour les droitiers, donc il faut vraiment être ambidextre et utiliser l'aiguille avec la main gauche. Dernière chose, parfois quand on a le segment inférieur très fin, parfois quand on fait la cure d'ismocèle, on a un segment inférieur très fin et un segment supérieur charnu. Dans ce cas-là, il faut retourner l'aiguille et essayer par le segment supérieur pour aller vers le segment inférieur. Donc là, ça sera encore plus compliqué, mais c'est de l'apprentissage, hein, c'est pas très difficile, c'est de l'apprentissage. Il faut prendre l'aiguille avec la main gauche et faire plutôt un revers de la partie, en plus c'est Roland Garros, hein, donc il faut faire un revers à une main, passer de la partie supérieure vers la partie inférieure et faire les points. Donc la courbe d'apprentissage, là aussi, il n'y a pas d'étude par rapport à ça. La durée opératoire, je dirais 45 minutes. Oui, d'accord. Bon, alors je vois qu'il y a on est en train de récolter quelques questions et puis je te laisse je vais laisser mes questions pour la fin, enfin mes questions, mes petits conseils, mes petites notes. Alors, quelle est l'explication physiopathologique de l'infertilité associée à l'ismocèle? Ah, ça c'est bien. Alors,
l'explication, c'est que avec l'ismocèle, ben, il y a un microclimat inflammatoire qui se crée au niveau de la cavité utérine, avec cette accumulation de sang dans la niche de l'ismocèle. Donc, ça va donner plutôt un problème à l'implantation embryonnaire et même un problème même à la fécondation. Donc, c'est un environnement inflammatoire à l'intérieur de la cavité utérine. Et on voit très souvent la présence d'endométrite chronique associée, en tout cas des stigmates hystéroscopiques d'endométrite chronique associée à l'ismocèle. C'est par ces deux phénomènes-là qu'on explique l'infertilité secondaire associée à l'ismocèle. D'accord. Il y a Farid Belhaibouche qui nous rejoint et qui te dit que la relation de cause à effet entre ismocèle et infertilité n'a jamais été prouvée. Donc, du coup, on a un peu de mal à opérer ça. D'accord. Est-ce que tout ismocèle doit être opéré ou seulement les symptomatiques? Ça, c'est une bonne question, Fatima. Je peux te répondre à la place de Marouane, c'est les symptomatiques. Il faut vraiment n'opérer que les ismocèles symptomatiques. Notre ami Abdoulaye Ndaye du Sénégal, je crois. Qu'on salue, Rami. Hein? Qu'on salue, Oui, Abdoulaye. Oui, qu'on salue, bien sûr, Abdoulaye. Après une cure d'ismocèle, combien de temps faut-il attendre pour contracter une nouvelle grossesse? Bon. C'est comme pour l'histoire de myomectomie par voie laparoscopique ou laparotomique. Il faut attendre 3 et 6 mois. Je pense que c'est plus prudent d'attendre au moins 5-6 mois. Lazar Halouen, il te dit, est-il facile de reconnaître le siège de l'ismocèle après décollement de la vessie? Alors, c'est pas évident. Parfois, on voit directement la voussure et c'est simple, c'est hyper simple. On voit directement la voussure. Mais parfois, comme le cas que je viens de montrer, c'est vraiment très plat et on voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites astuces. Il y en a qui mettent une bougie à l'intérieur. Je trouve que c'est un peu délicat parce qu'on peut perforer, se retrouver directement dans la cavité utérine. En tout cas, cette technique de transillumination par l'hystéroscope, elle est très bonne. Il suffit de mettre un hystéroscope à l'intérieur de la cavité utérine, d'éteindre la lumière de la célioscopie, et là, par transillumination, on va avoir une partie assez bien précise où la lumière passe très bien, et c'est là où il y a l'ismocèle. Khalt, est-ce que tu permets que j'intervienne? Il y a notre ami Farid Benaibouche que je salue. Et il a fait un petit commentaire pour Marouane. Il te dit, Marouane, il semblerait qu'il y ait d'autres techniques célioscopiques avec lambeaux au niveau de la cicatrice qui donneraient de meilleurs résultats. Qu'en pensez-vous? C'est Farid, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas, c'est une technique que j'utilise pas. J'ai pas encore de recul par rapport à ça. En tout cas, on l'a jamais utilisé ici de mettre un lambeau pour fermer la cavité utérine. Alors, probablement, ça pourrait marcher. C'est comme une greffe de peau au niveau de l'utérus. Mais en tout cas, il y a pas j'ai pas d'expérience personnelle par rapport à ça. Et surtout, il n'y a pas aussi un recul international et un recul dans la littérature par rapport à ça. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le plan technique opératoire. J'étais à Sfax il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et c'était à l'occasion du congrès de Lagos qui était magnifique. Et Farid Belhaibouche était avec nous dans une table ronde sur l'ismocèle, justement, et j'ai beaucoup appris, surtout en discutant avec Cécile, qui nous a montré un film tout aussi merveilleux que le tien. Et lui, il utilise quelques astuces que je voulais partager avec vous, les enfants. Donc, la première, c'est que quand tu vas, justement, tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, de cette fibrose entre vessie et utérus qui cache derrière l'ismocèle. Alors, au lieu d'y aller directement au centre, l'idéal serait d'y aller latéralement pour une fois pour que tu puisses justement directement avoir ton plan de clivage. Et là, ça peut te faciliter la vie. Deuxième chose, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Hein, par rapport aux techniques de nœuds intracorporels, c'est très difficile dans un espace aussi exigu. Donc, il conseille aussi de faire un nœud extracorporel, avec ton pouce-nœud, bien sûr. Et ça te permet d'avoir des nœuds plus solides. Ça, c'est important. Et je finis par l'étanchéité. Et Okabi est prêt pour les tests d'étanchéité en injectant du bleu par voie endoutérine, bien sûr, pour que tu puisses être sûr et certain, parce que là, tu ne peux pas être sûr et certain que tu n'as pas laissé un petit trou peut être défaillant. Enfin, je finis, moi, à ta place, je continuerai à faire des décollements de vessie
pas assez important, mais assez suffisant, on va dire, parce que on n'est jamais sûr d'emporter la totalité du défect. Et si c'est pas le cas, ça peut être source de récidive. Voilà. Exactement, si Khaled, je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'ai montré ça j'ai montré le décollement au centre pour une question pédagogique, mais vers la fin, je suis passé par la gauche pour se retrouver au milieu. Ouais. Donc, si on ne trouve pas le plan de clivage au milieu, il faut toujours passer sur les côtés. Et là, on va trouver les bulles et ça va nous aider à retrouver le plan de clivage au milieu. J'invite en tout cas tout le monde à utiliser les pouces-nœuds extracorporels. Ça donne certes des nœuds solides, mais pas aussi solides que le nez intracorporel. Si on arrive à maîtriser le geste, en tout cas en termes de solidité, je pense que les deux nœuds sont équivalents. En tout cas, si on n'est pas très bien entraîné, c'est plus rapide de faire les nœuds extracorporels, mais quand même, un petit bémol, je pense qu'il faut essayer, si on fait de la chirurgie cœlioscopique avancée, il faut quand même essayer de maîtriser à minima les nœuds intracorporels, parce que si on a des défects, si on a besoin de faire un nœud, j'espère que ça n'arrivera à personne, un nœud au niveau de l'urtère ou un nœud très profond en cas de curage pelvien, c'est vraiment très difficile de trouver l'appui avec le nœud extracorporel. Mais en tout cas, le nœud extracorporel permet à plein de chirurgiens d'effectuer des nœuds de bonne qualité. Alors oui, je décolle assez suffisamment. En tout cas, au début de l'expérience, j'ai décollé vraiment beaucoup en pensant que le défect sera vraiment très très bas. J'ai prenais vraiment beaucoup de temps à décoller, mais là, je décolle sur 4-5 cm, pas plus. En tout cas, je décolle suffisamment pour faire les points. Vous avez raison, docteur Khaled. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Khaled Mahmoud, est-ce que tu vois d'autres questions que j'ai pas Non, il y a beaucoup de questions qui tournent autour du mode d'accouchement Ouais, ouais. après une cure d'ismocèle. Quand est-ce qu'il faut autoriser une grossesse après une cure d'ismocèle? Voilà, et puis bon, à part ça, je pense qu'à la fin, Mohamed va pas nous parler de tout ça. Hein? D'accord. Donc, je passe la parole au professeur Zio pour introduire le second orateur. Bien. Alors, Mohamed Khedrouf, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed Khedrouf il est spécialiste en gynécologie obstétrique et en infertilité. Il a fait toute une carrière universitaire dans notre équipe à l'hôpital Aziz Othmane. Il s'est spécialisé dans un créneau bien précis qui est la procréation médicalement assistée et la chirurgie d'infertilité. Donc, Mohamed, à toi la parole pour le traitement hystéroscopique des isthmos. Merci, Dr. Zio, merci tout le monde. Alors, je suis content de voir qu'il y a plein de questions. Ça veut dire que c'est un sujet qui n'a pas fini de créer le débat, et à juste titre, parce qu'il y a cette fameuse relation de cause à effet entre infertilité et ismocèle, et je pense que la question va être de plus en plus étudiée. Et dans un désir aussi de rendre possible plus le traitement de cette pathologie iatrogène, il faut le rappeler, que l'hystéroscopie a été proposée la première fois par un autre de mes maîtres que le professeur Zéo, le docteur Fernandez, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être son interne pendant quelques mois à Paris. Et donc, moi, je voudrais définir d'ores et déjà ce que vous allez retrouver souvent dans la littérature, qui est le Residual Myometrium Thickness, ou le RMT, ou le RMT. Donc, en gros, un nom compliqué pour dire très clairement le mur restant. Hein. Donc, et on peut décrire l'ismocèle de différentes manières par rapport à la profondeur, par rapport à sa largeur. Mais c'est vrai que l'un des points les plus importants, c'est ce fameux mur résiduel, en fait, ce qui reste comme tissu sain du myomètre. Et pour pouvoir indiquer une cure par hystéroscopie, il y a plusieurs cutoffs qui ont été proposés. Tous vont dans le même sens, c'est-à-dire avoir une limite critique toujours importante en hystéroscopie pour ne pas perforer.
Alors, ça va de 2,5 mm à 3,5. En gros, ça tourne autour de 3 mm et ça se mesure en échographie. Alors, donc la technique, elle est à la fois simple, mais nécessite quand même une grande attention parce que vous savez que dans toutes les publications et même dans tous les esprits de chirurgiens, la grande crainte, c'est d'aller au-delà de là où il faut et de créer une perforation utérine en sachant que la vessie est derrière et de se retrouver finalement à faire une cystéroscopie très compliquée. Donc, la technique, la voici. Donc, vous avez ici l'ismocèle. On y va en hystéroscopie opératoire et le premier temps, c'est de. Déjà, le principe, c'est d'aplatir cette niche pour la rendre presque ou autant que possible un peu rectiligne pour enlever son effet niche, justement, d'accumulation de liquide menstruel. Et donc, le premier temps, ça va être donc le bord, ce qu'on appelle le bord inférieur ou le bord proximal. Donc, on va essayer de le raboter pour aplatir cette niche. Puis, d'autres, pas tous les auteurs, mais une bonne partie des auteurs proposent aussi d'en faire de même pour le bord haut de l'ismocèle pour se retrouver avec un angle assez obtus, comme vous le voyez ici, moins propice à collecter le sang menstruel. Et puis, ça peut finir par une fulguration, une électrocoagulation au rollerball du fond pour enlever cette hypervascularisation qu'on va voir en hystéroscopie pour avoir un résultat final comme ceci. Alors, donc, voici un peu les temps. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas dans la cavité utérine ici, mais nous sommes bien dans une ismocèle. Et vous voyez cette hypervascularisation. Ces images ne sont pas de moi, c'est une publication de Tsuji en 2020. Et vous allez voir que ça se ressemble. Et puis, donc, il y a ici, il propose uniquement la résection du bord proximal, donc du bord inférieur, et puis la rollerball qui arrive pour cothétériser toute cette hypervascularisation pour avoir un aspect final comme ceci. Alors, je vais partager avec vous deux cas. Donc, le premier cas, c'est une dame de 31 ans qui a eu une première grossesse spontanée, césarisée, puis infertilité secondaire, origine inexpliquée. Et pour créer un peu le débat, elle n'était pas symptomatique, mais elle a eu un échec de fécondation in vitro, un premier transfert d'embryon unique, et puis par la suite un transfert d'embryon congelé, et on n'a pas réussi à avoir une grossesse. Alors, donc, en échographie, d'abord, je n'ai pas montré la vessie ici, mais c'est un utérus qui est rétroversé. Donc, ça, c'est une première difficulté et un premier sujet à débat, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, on voit ici la fameuse niche avec un mur postérieur qui fait 4,5 mm. Donc, ça, c'est plutôt propice à une cure hystéroscopique, même si nous sommes dans le cadre de la fertilité, et surtout que la patiente ne souhaitait pas du tout avoir de célioscopie. Alors, donc, vous allez voir les images hystéroscopiques. J'espère que le rendu est bon. Donc, vous voyez que c'est déjà toujours un peu sale. Et on voit ici, arrêt sur image, cette hypervascularisation et ce tissu fibreux dans l'ismocèle. Et puis, quand on rentre dans la cavité utérine, souvent, mais je ne trouve pas assez de description dans la littérature, mais de ce que je vois, et je voudrais partager mon expérience avec vous, on voit cet aspect de l'endométrite à l'intérieur de l'utérus, comme vous le voyez ici. Et donc, on va bien sûr introduire le résectoscope. Et la difficulté opératoire chez cette patiente, c'était justement cet utérus complètement rétroversé qui a rendu la dilatation difficile et puis surtout qui a rendu les gestes d'aller-retour de la cavité vers l'isthme un peu difficile. Donc, j'étais un peu bloqué dans l'isthme et je ne pouvais plus entrer et ressortir. Donc, ici, on va réaliser une résection à la bipolaire du tissu fibreux du bord proximal, justement. Donc, au départ, on est un tout petit peu prudent et on avance petit à petit pour enlever ce tissu fibreux. Voilà, ici, ce n'est pas la cavité au fond, mais c'est bien l'ismocèle comme tout à l'heure. Et après, on va essayer de faire en sorte d'aplatir le bord pour essayer de le rendre un peu rectiligne. Et on va finir par la suite le travail à la rollerball, et en sachant que ici, je n'ai pas fait de résection du bord supérieur. Et ça aussi, on pourra en discuter parce que c'est très partagé dans la littérature. Voilà. Alors, résultat en termes échographiques,
Donc, vous voyez qu'il y a persistance quand même d'une petite image, mais que j'ai eu un mur postérieur à 2 mois et demi à 6,5 mm avec une patiente qui va avoir son transfert. Alors, la discussion que je voulais avoir avec vous, c'est justement que une des publications, par exemple, retrouve que le fait d'opérer par hystéroscopie un utérus rétroversé est source d'échec en termes de symptomatologie ou de fertilité dans 86% des cas. Et on ne précise pas pourquoi, mais c'est quand même curieux. Pour la technique, donc tous s'accordent que le bord inférieur doit être réséqué, mais pour le bord distal, il y a vraiment, c'est vraiment mitigé et partagé, et j'aimerais bien écouter ceux qui en font pour avoir un peu leur expérience. Par contre, l'électrocoagulation du fond, de cette hypervascularisation, fait pratiquement partie du temps opératoire de pratiquement tous les auteurs. Alors, le gain en mur postérieur, là aussi, les résultats sont très mitigés, avec une première publication où on ne constate aucun gain, mais par contre une amélioration des symptômes, et une deuxième publication qui fait part d'une augmentation du mur postérieur. Et là aussi, si on s'en tient à ce qu'on fait en chirurgie hystéroscopique ici, on peut penser qu'il n'est pas possible d'obtenir un gain, mais qu'on va juste aplatir une niche pour éviter une accumulation de liquide, une hypervascularisation et améliorer les symptômes ou l'implantation. Et on peut penser qu'un gain de mur postérieur ne semble pas possible comme ce qui est logique en célioscopie. Alors, je vais présenter un deuxième cas parce que celui-là est encore plus intéressant. Ça, c'est une dame de 36 ans qui a un aspect des ovaires polykystiques et une infertilité masculine dans le couple. Avec une première FIV, elle a eu 11 blastos, grossesse sur le deuxième transfert d'embryon congelé, césarienne, un enfant vivant. Et puis par la suite, 3 ans plus tard, ayant encore 5 blastocystes, elle revient pour avoir ces transferts. Elle n'avait pas de douleur, mais elle avait bien rapporté des pertes marron post-règle. Donc, négligé au départ. Donc, on avait fait quand même un transfert d'embryon congelé et échec. Donc, quand on regarde d'un peu plus près, donc vous voyez que la niche ici, en dehors de toute distension par du sérum physiologique, est pratiquement claire, alors que la patiente n'est même pas en période menstruelle. Et donc, elle a eu une IRM, elle avait une IRM facile, on va dire. Et donc, on voit bien ici l'ismocèle avec cette image d'addition en T1 et que l'on voit très bien ici. Alors, on avait fait une hystéroscopie et l'hystéroscopie avait montré toujours ce même aspect. Donc, c'est toujours un peu, entre guillemets, un col un peu sale et difficile à nettoyer au départ au sérum physiologique. Et vous voyez toujours cette hypervascularisation dans ce cul-de-sac qui est ce cesarean scale defect. Et quand on rentre à l'intérieur, encore une fois, vous allez voir ces pétichis et cet aspect d'endométrite que je retrouve parfois en cas d'ismocèle. Alors, voilà. Elle a été prise en charge en célioscopie, elle a été opérée en célioscopie et 3 mois plus tard, on a réalisé une écho qui était satisfaisante. Une hystéroscopie diagnostique avait montré une nette régression des signes d'endométrite. Elle a eu 2 transferts, une première grossesse biochimique et un deuxième transfert qui est négatif. Et 6 mois après, elle a repris le spotting noirâtre post-règle et surtout, elle a commencé à avoir des petites douleurs pelviennes au moment des règles. Donc, re-échographie, et vous voyez qu'il y a, je ne dirais pas une récidive, pas du tout, mais sur le côté gauche, il existe un pertuis qui est devenu incontinent après la cure célioscopique. Sur les images par IRM, encore une fois, quand on fait défiler les différentes coupes, là, ça a l'air parfait, parfait. Et c'est juste sur une coupe où on retrouve le petit pertuis, justement, que l'on voit en échographie et que l'on va voir même en hystéroscopie. Là, je rentre dans la cavité et vous allez voir qu'en sortant, on va visualiser ce petit pertuis qui a persisté. Voilà. Sur le côté gauche, il est là. Vous avez le petit pertuis qui persiste avec un néovaisseau là-dedans à l'intérieur.
qui est là pour nous narguer. Hop, donc, on décide finalement, après grande discussion entre collègues et avec la patiente, de ne faire qu'une hystéroscopie opératoire chez elle. Vous voyez l'aspect de l'endomètre toujours sale. Alors, voici l'hystéroscopie opératoire. Alors là, du coup, je me suis abstenu de faire la résection du bord et je me suis arrêté à la rollerball parce que c'est une patiente qui était déjà opérée, qui avait un tout petit pertuis. Et donc, c'était dans l'objectif de le boucher par la fibrose. Donc, vous voyez l'orifice interne et en haut à gauche, le petit coin où il y a la persistance de ce petit pertuis incontinent. Et donc, la technique, c'est toujours pareil, rentrer un peu dans la cavité, sortir un tout petit peu, voilà, reculer un tout petit peu et tourner complètement l'hystéroscope, profiter de l'angulation à 30 degrés et hop, pour aller électrocoaguler ce fond. Et je n'ai pas fait de résection ici en me disant c'est petit et donc ça va se colmater. Voilà, à la rollerball, hop, à la bipolaire. Voilà. Alors, voici le rendu à 3 mois. Donc, vous voyez qu'on voit que quand même il y a une petite zone anéchogène ici, mais que c'est pratiquement colmaté. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la patiente n'avait plus les symptômes. Hein. Et puis, alors, à 6 mois, vous voyez encore au niveau plutôt vers la gauche, toujours cette petite zone anéchogène, mais avec la glaire, vous voyez qu'elle est complètement fermée, probablement du fait de, voilà, un petit zoom, vous voyez ce que ça donne. Donc, voilà encore un cas que j'aimerais bien discuter avec vous. Donc, globalement, une méta-analyse qui est sortie en novembre 2020, une méta-analyse à mettre entre guillemets, parce que ce sont toutes des séries rétrospectives dans leur grande majorité ou des corps avec des comparaisons avant-après. Vous savez, c'est le modèle le moins robuste en statistique, mais disant qu'il y a une amélioration dans une bonne partie des études, surtout récentes, de la symptomatologie, avec un niveau d'amélioration des symptômes à 78% et un taux de grossesse rapporté à 69% en post-cure. Alors, il y a aussi, et c'est mes dernières plaques, un algorithme qui a été proposé par Denez sur fertile stérile en 2020, où on va faire la part entre les patientes qui sont justement en infertilité et celles qui sont pas en désir de grossesse. Donc, je vais le partager avec vous et on le discutera ensemble. Donc, en gros, si une patiente est désireuse de grossesse et que oui ou non qu'elle présente des symptômes à type de douleur et de saignement, eh bien, le cut-off, c'est le mur résiduel, le myomètre résiduel. S'il est inférieur à 3 mm, eh ben, ça finira en célioscopie ou chirurgie vaginale. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont l'expérience de la chirurgie vaginale. Et puis, si en post-opératoire, le mur est supérieur à 3 mm, eh bien, suivi et surveillance durant la grossesse. Par contre, si nous sommes à l'opposé dans une situation très confortable avec un mur postérieur de plus que 5 mm, eh bien là, la résection hystéroscopique se justifie avec toujours un suivi durant la grossesse. Par contre, en situation intermédiaire, c'est-à-dire entre 3 et 5, là, les auteurs proposent une résection hystéroscopique et une électrocoagulation du front de l'isbocèle. Si en post-opératoire, nous sommes à moins de 3 mm, ce qui n'est pas bon, donc à ce moment-là, retour à la chirurgie laparoscopique ou vaginale. Et par contre, si nous sommes sur les mêmes murs résiduels ou encore mieux, si on a obtenu une augmentation du mur postérieur, à ce moment-là, la patiente peut être autorisée à avoir une grossesse et sera suivie durant la grossesse. Au final, pour les patientes qui ne sont pas en désir de fertilité, si elles sont asymptomatiques, comme toutes les patientes asymptomatiques, il faut les laisser tranquilles. Et si elles ont des symptômes, soit on essaie de gérer ça par un traitement hormonal, pilule ou progestatif, ou on peut aller vers la chirurgie. Et encore une fois, le cut-off, c'est 3 mm proposé par ces auteurs. Si c'est inférieur à ça et que la patiente désire une solution radicale, une hystérectomie se justifie.
Si la patiente a des symptômes, qu'elle a un mur postérieur supérieur à 3 mm, une hystéroscopie opératoire peut être tentée, à savoir. Et puis, il faut savoir que s'il y a échec, eh ben, on peut avoir un retour vers la chirurgie laparoscopique, qu'elle soit radicale ou qu'elle soit conservatrice par la même technique qui a été présentée par Dr. Bram tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense qu'il y a sujet à discussion et je suis à votre écoute pour la discussion. Merci Mohamed pour ta présentation. Alors, sur les questions, il y a une question qu'on peut poser pour les deux orateurs. Pourquoi assiste-t-on à une augmentation de la fréquence des ismocèles? Donc, abstraction faite de l'augmentation du nombre de césariennes. Est-ce que vous avez une explication? Alors, je pense qu'il y a toujours cette histoire quand il y a une nouvelle pathologie ou quelque chose que l'on découvre. C'est l'éternelle histoire entre la cause et puis le diagnostic. Probablement aussi que l'on fait plus attention à ce qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on ne faisait pas attention quand on faisait une échographie, probablement qu'on regardait juste le fond, l'ovaire, et que là, avec les nouveaux appareils, on fait attention à poser les questions aussi aux patients. Mais surtout, le message veut dire, et je pense que Marouane l'a dit tout à l'heure, c'est l'inflation du taux de césarienne. Ça, c'est juste probablement la plus grande chose. Il y a l'inflation, Mohamed, il y a l'inflation, il y a Fatih. Je peux intervenir. Il y a aussi qui est vraiment incriminé, c'est la technique, notre technique de césarienne et le timing de cette césarienne. Je pense qu'on fait beaucoup plus qu'avant des césariennes à froid sans que les patients rentrent en travail. Donc, en plus, on ne prend pas la peine de faire nos fameux deux plans qu'on nous a appris les années 80-90. Et là, on est en train de le payer cash. Oui, oui. Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est que c'est la notion que j'avais en me disant que cette césarienne à la va-vite avec un seul plan et les césariennes à froid. Et sur l'article, par exemple, de Rivio, qui est paru sur Fertis Cyril en 2020, novembre 2020, et ben c'est données très conflictuelles par rapport à la technique de césarienne, une couche versus deux couches, donc comme quoi, et pas du tout significatif. Et surtout, ce qui m'a scotché, c'est que ce sont les césariennes faites en partie avancée du travail qui sont les plus associées au risque d'ismocèle. Quand on a le segment qui est fin, c'est là, semble-t-il, qu'il y a le plus de risque. Marouane. C'est exact, c'est ce que j'ai mis dans mes plaques. En fait, finalement, moi aussi, j'étais surpris par ces résultats-là. Moi, j'ai appris sur la technique, sur la méta-analyse de Jones, il n'y a pas de différence, que ce soit en deux plans, un seul plan, en tout cas, il n'y a pas de différence. Et ce sont les césariennes au-delà de 5 cm de dilatation, les césariennes au-delà de 5 heures de contraction utérine qui sont les plus pourvoyeuses des dysmocèles par la suite. En tout cas, c'est ce qui est rapporté dans ces études. Je pense qu'il y a sujet à faire une thèse ou un grand travail. Exactement. Et surtout au centre de maternité, je veux dire, la matière, il suffit juste de faire une bonne échographie en post-opératoire et je pense, avec les facteurs de risque, on pourrait dégager des choses vraiment extrêmement intéressantes. Ouais. Est-ce que dans la bibliographie consultée, quelqu'un a traité du risque de survenue d'ismocèle avec ou sans péritonisation? Non. Dans l'article, il ne parle pas de péritonisation, il parle des techniques avec un seul nœud, avec le point au niveau de l'angle, deux plans, un seul plan. Oui, il y a les nœuds d'ancrage aussi qui sont. Exactement. Il vaut mieux faire un nœud d'ancrage plutôt qu'insurger. Ouais. D'accord. Et une question, à combien estimez-vous en pourcentage le nombre d'infertilités par rapport à l'ismocèle? À combien estimez-vous l'infertilité? Le nombre d'infertilités en rapport avec l'ismocèle. Ah, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé ce chiffre-là. Et je pense que c'est ça le problème. C'est cette causalité qui fait que cette intervention reste controversée aussi. Hein, et ça a été dit. Dr Niji, tout à l'heure, avait émis son avis pour dire que seuls les symptomatiques devaient être opérés. C'est vrai qu'il ne faut pas se jeter, à mon avis, il ne faut pas se jeter sur une ismocèle après un échec de FIV en disant que c'est ça. Mais que si nous sommes en situation d'échec répété d'implantation et qu'on a exclu toutes les autres causes,
je pense que ça, c'est en PMA, et je pense qu'on devrait proposer l'intervention. Et Dr Midessi, tout à l'heure, sur les commentaires, a dit qu'il faut informer la patiente du risque chirurgical. Oui, c'est une intervention qui n'est, en tout cas par celluloscopie, une cellule avancée. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, et donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'inflation des cures d'Ismocel allant de pair avec l'inflation des césariennes, ça, c'est sûr. Non, il faut Autre question. Y a-t-il une relation de causalité Ismocel et placenta accreta? Ah, Malouane, tu as vu ça, toi? Je ne sais pas. Alors, c'est comme une cicatrice. Il n'y a pas, en tout cas dans la littérature, il n'y a pas encore d'explication par rapport à ça, mais je pense qu'en toute cicatrice au niveau de l'utérus, si le placenta est bas situé, surtout s'il est antérieur, ben, il faut prendre en considération ça et faire en tout cas l'exploration nécessaire pour voir s'il y a une accrétisation ou pas. En tout cas, ça reste un facteur de risque physiopathologique qui tient la route, hein. Mais il n'y a pas dans la littérature Marouane, je dirais même qu'il y a une filiation entre la grossesse sur cicatrice découverte au premier trimestre et qui évoluera très probablement vers un problème d'accréta. Donc, ça, c'est une filiation. Il y a une question par rapport au rétroversé. Voilà, y a-t-il plus d'Ismocel en cas d'utérus rétroversé? Alors, moi, je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas, Marie, tu as vu ça, mais j'ai vu que le rétroversé, c'est un facteur d'échec de la cure par hystéroscopie, probablement parce que techniquement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher le bord supérieur. Et moi, je l'ai vécu sur ce cas que je vous ai montré parce que rentrer et sortir de la cavité vers l'isthme devient extrêmement compliqué. Et par contre, Denez, je le vois dans son article, ils associent, quand c'est un rétroversé, ils associent par cellule un raccourcissement du ligament rang pour antéverser les utérus rétroversés. Ouais. J'ai une question pour toi, Mohamed. Il faut demander au président de la séance. Monsieur le président de la séance, j'ai une petite question pour toi, Mohamed. Vas-y. Comment tu expliques, Mohamed, les résultats juste avec le rollerball? Si tu fais, normalement, il faut faire une résection pour élargir un peu le collet de l'ismocèle et que le sang sorte. Alors toi, comment tu expliques le fait que ça marche juste avec le rollerball sur le dernier cas que tu as montré? Moi, mon avis, c'est que c'était un pertuis, donc pas large, mais c'était juste un chemin, une espèce de petit canal qui est resté sur cette patiente qui a déjà été opérée. Et donc, créer de la fibrose en faisant la rollerball a suffi à colmater ce truc. Mais ça, c'est un cas pas commun, quoi. Mais c'est juste, j'ai voulu montrer que. Mais le message, c'est qu'il faut faire la technique complète. Hein. Par rapport au traitement par voie vaginale, la technique est la même que par voie cystoscopique. Et l'abord par voie vaginale, il est, je dirais, même aussi simple peut-être même plus simple que par voie cystoscopique. Vous avez l'expérience de ça? Je suis tout à fait d'accord. Alors, on en a discuté dans ce fameux congrès de Lagos. Il y avait notre collègue d'Algérie qui a présenté son film et avec une revue de la littérature. Et déjà, c'est une très bonne c'est l'indication des ismocèles bas situés. Il ne faut pas aller contre nature pour aller faire une cystoscopie sur une ismocèle qui est très bas située. Donc, elle est beaucoup plus accessible par voie basse, ça c'est clair. Et puis, techniquement, c'est beaucoup plus facile, comme disait le professeur Ziwa tout à l'heure. En utilisant l'artifice de la transillumination par hystéroscopie d'ailleurs. C'était très élégant, très facile, assez court. Et je pense que sur la courbe d'apprentissage, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il ne faut pas voir comme ça ce que vous avez montré, les gars, c'est bien, mais ce n'est pas à faire entre des mains qui ne dominent pas l'hystéroscopie ou la cellio. Ce n'est pas des gestes à banaliser. Par contre, la voie basse, je pense qu'elle a une très très belle place dans cette pathologie. Le décollement de la vessie par voie basse peut poser problème aussi, hein, donc c'est pas non plus. Bien sûr. Non. Alors, le décollement de la vessie par voie basse, il est plus simple et plus facile que par voie cystoscopique. Pourquoi? Parce qu'on aborde la zone de décollement dans une zone saine, non fibreuse. Donc, l'amorçage du décollement, il est plus simple par voie vaginale que par voie cystoscopique.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, Dosy, comme tu me dis tout le temps, il faut faire la technique qu'on connaît bien, hein. Oui, Oui, c'est oui. Plutôt vaginal, il faut faire de la voie vaginale. Si on est plus à l'aise en cellio, il faut faire de la cellio. Ah non, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien la voir, la technique vaginale. Moi, je n'ai pas vu, hein, non. Je vais t'envoyer le film de notre ami algérien, c'est très bien, hein. Ouais. En parlant de nos amis algériens, il y a Farid Ben Naibouche Il est 21h. qui est intervenu et qui dit que, pour utiliser le rollerball, c'est de la dessiccation, donc il y a résection. Et surtout, ne pas utiliser la coagulation au risque de s'initier, comme tu l'as bien dit, Mohamed. Non? Oui, 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 ça, c'est d'accord. Ça, c'est la technique habituelle. Sur le dernier cas, encore une fois, le but, c'était justement de colmater ce petit pertuis. Ça, c'est un cas qui n'a rien à voir avec l'habituel, hein, mais je suis d'accord avec le docteur Benaibouche, c'est la technique qu'il faut utiliser. Mais Mohamed, est-ce que tu ne crois pas que pour la résection du mur postérieur, ça dépend de la symptomatologie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut opérer le mur postérieur, est-ce qu'il faut réséquer ou pas, c'est ça? Ou bien Voilà, c'est est-ce que ça. Quand c'est symptomatique, quand il y a surtout des spots hémorragiques surtout des spots hémorragiques ou bien des échecs répétés avec le risque pour le transfert embryonnaire, etc., pour faciliter tout ça. Est-ce que ça ne serait pas une bonne indication? De toute façon, je pense qu'en hystéroscopie, c'est déjà pour opérer, il faut qu'il y ait déjà quelque chose, soit douleur, saignement ou infertilité. Donc, de toutes les façons, les autres, on va les lâcher, on ne va pas on va pas les opérer. Mais c'est clair que l'effet, c'est d'enlever la niche où va aller se constituer justement ce liquide menstruel que l'on voit d'ailleurs en hystéroscopie. On voit cet aspect sale, marron, hypervascularisation, et donc et enlever un lieu où peut se nicher. Je suis d'accord. Ok, alors, notre ami Jean-Marc Mayanga te pose la question barrière anti-adhérentielle. Ah, mon cher ami Jean-Marc Mayanga qui vient de fêter ses 60 ans. On va lui souhaiter Il veut joyeux répondre. anniversaire. Voilà. Alors, barrière anti-adhérentielle en cas de quoi? Cure de dysmocèle. Par hystéroscopie? Par Bon, il ne hystéroscopie. précise pas. Par Alors, hystéroscopie. je n'ai pas vu dans la liste des complications rapportées par les auteurs les synéchies. Et donc, c'est vrai que la synéchie en hystéroscopie, généralement, c'est quand on touche deux faces qui peuvent s'apposer l'une à l'autre, hein. Généralement, c'est ça ce que l'on voit. Ici, il faut faire très attention et n'opérer de manière très sélective que la zone antérieure. Là, donc, je pense qu'il n'y a pas lieu d'utiliser des gels anti-adhérentiels. Moi, je pense que si, Mohamed. C'est ce qui a été discuté à ce fameux congrès. Il paraît qu'il y a des produits qui peuvent être très intéressants. Ah non, je suis d'accord, pour les synéchies en général, mais pour la chlordismocèle, je ne pense pas que c'est une opération synéchiante. Mais pour les myomectomies, j'aimerais qu'en Tunisie, on puisse disposer de ces produits. Je ne sais pas si les amis au Maroc ou en Algérie en disposent, mais, ou bien que les hospitaliers puissent ramener ça en commande ferme. On n'a pas de produits anti-adhérentiels pour les hystéroscopies opératoires. Moi, j'ai travaillé là-dessus quand j'étais justement, Jean-Marc me demande ça parce que quand j'étais à Paris, je les ai testés sur la lapine. Et je peux te dire que sur la lapine, ça marche. Après, il y a eu beaucoup d'études sur l'être humain. C'est top. Pas de barrière en Algérie, je vois ça. Et c'est dommage hein, quand on est passé pour du barrière. Ok, alors notre ami Habib Midessi, attitude en cas de grossesse sûre ou dans l'ismocèle avec un mur résiduel très réduit. Ah, allez, qui s'y colle? Alors, vas-y, vas-y toi. Alors, moi, je peux m'y coller. Alors, il y a plusieurs attitudes et je pense qu'il n'y a pas une conduite à tenir unique qui a été validée. Alors, j'ai vu du méthotrexate in situ. J'ai vu du méthotrexate de grossesse sur cicatrice. Il parle de la prise en charge de la grossesse sur cicatrice ou après la grossesse sur cicatrice?
Non, de la grossesse. en cas de grossesse sur la cicatrice ou sur l'ismocèle. Ouais, D'accord. moi, j'ai vu de l'in situ, Ouais. in situ suivi d'une aspiration, et j'ai vu même une vidéo récemment d'une cure célioscopique d'une grossesse ismique pour ceux qui adorent la voie célioscopique. Donc, extraction de la grossesse à travers l'ismocèle, comme ce que tu as fait, et réparation par des points de suture. Alors, si je peux ramener Tout l'expérience à dépend, Aziz hein. Rahman, Aziz Rahman en fait du métaux in situ et on contrôle comme si c'était une grossesse extra-utérine et on n'hésite pas à rajouter de métaux en intramusculaire aussi, AJ4 ou AJ7 selon les taux de bêta-HCG. On Mais vous était faites une ramené, aspiration ou non? alors, on était ramené 2 fois à faire une aspiration. D'ailleurs, une patiente était ta patiente, Mohamed, et on est parti même une fois faire une résection avec l'hystéroscope, mais sans électricité. Donc, je suis rentré avec les stéroscopes juste pour enlever le mur postérieur était tellement fin que, en faisant l'aspiration, j'ai eu peur de perforer. Donc, je suis rentré avec les stéroscopies. J'ai juste enlevé avec l'anse après méthotrexate. Hein. Docteur Nézi, c'est quoi votre expérience au centre? Oui, Au centre, justement, oui. Je pense qu'ils ont une j'allais grande en expérience. parler. On en voit pas mal depuis quelques temps. Ouais. Alors, je peux vous promettre que les cas qui ont été mis sous métaux n'ont jamais marché. Ça marche pas. Donc, dans la plupart des cas, si ce n'est dans tous les cas, on était obligé d'aspirer, mais en prenant les précautions nécessaires et en mettant directement notre ballonnet. Alors, je vous conseille tous de mettre des ballonnets juste après, qu'on gonfle en fonction de la taille de l'utérus. Et je Donc, peux une sonde de Follet, quoi. Oui, oui, non. Qui fait Ils sont de Une sonde de folie. Follet. la sonde de Follet qu'il faut gonfler, ou alors carrément mettre le préservatif comme le tamponnement intra-utérin à la technique de l'OMS. Et puis ça marche, ça nous a évité d'ouvrir les malades. D'accord. Par contre, on a toujours aspiré, Mohamed, le métaux ne marche pas quand c'est évolutif et quand c'est assez évolué à 7-8 semaines. Ok, Halwani vous pose la question. La fermeture de l'hystérotomie en bourse, entre parenthèses, deux plans, permet-elle d'avoir une meilleure cicatrice de césarienne? Je revois l'article, mais on ne parle pas de bourse dans l'article. Je sais qu'une technique, c'est une technique que le petit Halweni, en tout cas le grand Halweni, maîtrise très bien. Je n'ai pas vu dans la littérature, en tout cas, des précisions par rapport à ça. Je sais que Ahmed en fait, mais je revois l'article. Mais dans la littérature, on ne parle pas de ça. Hein. La technique en bourse, en deux plans, en tout cas, ça n'a pas été mentionné dans la littérature. On parle d'un plan, deux plans. Ceci fait des deux plans. Ah oui. Fait deux plans en célioscopie. Je ne sais pas comment il fait, c'est difficile, mais il les recommande aussi. Par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux à faire deux plans. Hein. Non, je pense que le Dr Halweni pose des questions. Parle de la technique césarienne. Césarienne. Parce que je d'accord. sais que Ahmed a présenté une fois un très beau travail. Il a montré la technique dans un congrès. Il a même ramené des mannequins pour la simulation. Il fait une bourse et après il ferme. C'est une très très belle technique, mais je pense que ça n'a pas été abordé comme facteur de risque d'ismocèle par la suite. Ok, on a fait le tour des questions. Donc, j'ai vu des questions sur l'hystéroscopie de contrôle. Oui. J'ai vu 2 questions sur l'hystéroscopie de contrôle après cure. Oui, absolument. De toutes les façons, les hystéroscopies de contrôle, quand on fait de l'opératoire, il faut toujours en faire à 1 mois et demi. S'il y a synéchie, c'est très facile à lever. Et puis surtout, évaluer le résultat à la fois anatomique et le résultat en endométrie. Oui. OK, donc si on a fini par faire le tour, je remercie tous les participants et je remercie Mohamed Khrouf Marouane aussi pour leur exposé. Je remercie Fathi et Khaled pour leur participation. Je remercie tous les participants et je les invite à remplir les formulaires d'évaluation pour nous permettre d'améliorer les webinaires et surtout de choisir les thèmes qui vous intéressent. Donc, bonsoir à tous et je vous invite au prochain webinaire qui aura lieu le 24
et on parlera de l'utilité des antioxydants dans le traitement de l'infertilité masculine. Ça sera le 24 juin. Donc, à bientôt et bonsoir. Et merci à Amel, notre régiste. Et aussi un petit bravo à notre charmante Amel pour tout le travail qu'elle fait. Voilà. Voilà, elle est charmante. Oui, là. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye bye.